contrat Contrex. Quand vous nous confiez un colis, sachez que 20 000 personnes sont là pour assurer sa livraison, sans la moindre défaillance. Contrôlant son trajet 24 heures sur 24, avec la plus grande attention, de porte à travers le monde. DHL, vous êtes sûr que ça arrive au moment même où ça part. Privatisé depuis 2 ans, TF1 affiche une belle santé financière. Au cœur de la chaîne, la régie publicitaire. Son patron, Boško Jivadinovic, nous entraîne dans les coulisses de la pub. Interrogé par Sophie Rack et Michel Tardieu, il donne les chiffres clés, présente son équipe, dévoile ses méthodes de travail. TF1 en action, le monde de la publicité, sur la Une. C'est demain matin, 8h20, TF1 en action. Dans les neiges du Québec, 2 cœurs s'enflamment. Entre lacs et forêts, l'amour-passion habite Maria Chapdelaine et François Paradis. Carole Laure, Nick Mancuso et Claude Rich interprètent cette adaptation émouvante de cette grande œuvre réalisée par Gilles Carle à minuit 5 tout à l'heure. Un violeur pris en chasse par sa victime, il a commis le pire, elle est prête à tout. Opération punitive dans une intrigue qui commence à 1h-5. Mais tout de suite, c'est une dernière, Jean-Michel Lelioux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Tout à coup, j'ai senti du vent et j'ai vu le ciel. C'est le premier témoignage d'un passager après l'accident du Boeing 747 au-dessus des îles Hawaï. L'appareil venait de quitter Honolulu lorsqu'il a perdu une partie de son fuselage à 9000 mètres d'altitude par un trou béant. Près de la soute à bagages, 16 passagers ont été aspirés par le vide. Il y avait 354 personnes à bord. Le pilote avait prévenu peu après le décollage qu'il y avait des problèmes aux 2 réacteurs droits. Ce soir, et selon la première enquête américaine, la déchirure du fuselage serait due à une défaillance structurelle. Ce ne serait donc pas un attentat. Le Boeing avait 19 ans et 58 000 heures de vol. Autre image reçue aujourd'hui, le spectaculaire sauvetage réussi des 7 marins d'un porte-container ouest-allemand en perdition au large de Lisbonne. Un appareil de l'armée de l'air a réussi à élitreuiller les membres d'équipage alors que la mer était démontée et que le cargo donnant du gîte risquait de sombrer à tout moment. « 163 personnalités, des rois, des présidents, des ministres ont assisté aux funérailles de Hirohito à Tokyo. Pendant 13 heures, le Japon s'est arrêté de vivre et a suivi les obsèques à la télévision. Il faisait 3 degrés, une pluie glaciale a accompagné le cortège. Loïc Bérou. Il y a déjà bien longtemps que les dernières lumières se sont éteintes sur Tokyo et seuls quelques prêtres veillent encore sur la tombe à présent close de l'empereur Showa. Le banc est bientôt fermé et tout s'est bien passé, conformément au scénario établi à la minute près par le gouvernement et la maison impériale. Les Japonais ne badinent pas avec la sécurité. Tokyo était quadrillé pendant 2 jours et les terroristes n'ont pas réussi à perturber la cérémonie dessus l'une de ces roquettes qu'ils affectionnent tant. Les Japonais ne badinent pas avec le protocole et la cérémonie, réglée au cordeau, à peine perturbée par la pluie, répondait à leurs vœux. Digne, solennelle, spectaculaire parfois dans son rituel, mais sans l'ombre d'une émotion ou d'un imprévu. Les Japonais ne badinent pas avec leur fierté nationale. La présence de George Bush, de François Mitterrand, de Corazon Aquino les aura flattés. La circonstance n'était pas aux effets de manche ou d'annonce, juste un rendez-vous pour 163 chefs d'État ou de gouvernement, ce n'est pas tous les jours. Les Japonais auront peut-être ce soir une dernière pensée pour Hirohito et l'histoire qu'il incarne. Mais il leur faut aujourd'hui découvrir ce nouvel empereur qu'ils connaissent peu et surtout entrer de plein pied dans cette nouvelle ère Heisei, du rayonnement de la paix, où le Japon s'efforcera, si l'on en croit ses dirigeants, de conquérir non seulement les marchés, mais aussi les cœurs. Et malgré la présence de 32 000 policiers, une bombe a quand même explosé sur l'autoroute qu'empruntait le cortège sans faire de victimes, des dégâts matériels seulement. 3 activistes ont été arrêtés après avoir tenté de bloquer les voitures officielles et un homme de 37 ans a été maîtrisé après avoir lancé 6 bombes incendiaires artisanales.
Enfin, un ancien combattant de 72 ans s'est fait aujourd'hui harakiri au Japon. Cette journée à Tokyo était aussi marquée par une intense activité politique. François Mitterrand a rencontré George Bush hier et il a reçu aujourd'hui à déjeuner Colason Aquino avant de s'entretenir avec le président égyptien Hosni Moubarak des problèmes du Proche-Orient et de la mise en route de la conférence internationale de paix. Encore des morts en Inde au cours de manifestations contre les versets sataniques de Salman Rushdie. 20 musulmans ont été tués par la police à Bombay et 60 autres ont été blessés. En Angleterre, 2000 musulmans ont manifesté à Manchester contre les livres, mais le ministre de l'Intérieur anglais les a mis en garde contre toute action qui dégénérerait sur le territoire anglais. Nous rejoignons Ladislas de Hoyos, notre envoyé spécial à Londres. La crainte d'affrontement entre la communauté musulmane et les Britanniques est fondée sur deux constatations. D'une part, Douglas Hurd a bien remarqué que les fidèles de l'islam persistent à soutenir, même si c'est un mot couvert, l'appel au meurtre lancé par Khomeini. Mais d'autre part, de sérieuses menaces ont été proférées contre ceux-ci, les musulmans installés au Royaume-Uni. D'un côté, on craint un attentat, si on en croit par exemple les menaces lancées contre le chef de la diplomatie britannique, Sir Geoffrey Howe, qui se trouve toujours à Tokyo pour les obsèques d'Hirohito. D'un autre côté, plusieurs ligues se sont formées en faveur de Salman Rushdie, que personne n'a vu depuis l'interview accordée à une chaîne américaine voici 10 jours. Poussé sans doute par les éditoriaux de certains journaux qui proposent rien moins que d'inviter les musulmans mécontents à quitter le pays, certains sont même allés jusqu'à pénétrer dans la salle du Conseil des mosquées à Bradford, cette ville du Nord qui, en premier, avait organisé l'autodafé des versets sataniques. Ils ont poussé la porte et placardé des menaces. À la grande mosquée de Londres, la plus importante d'Europe, la prière ce matin s'est déroulée dans le calme. Il est vrai, aucun de ses fidèles n'avait encore entendu les recommandations du ministre de l'Intérieur, Douglas Hurd. Il y a quelques jours, un homme de 32 ans a été arrêté après avoir lancé un cocktail Molotov de l'autre côté du mur. Or, on s'étonne aujourd'hui qu'il ait été aussitôt relâché par la police, même s'il a été ensuite conduit dans un hôpital psychiatrique. Et en Thaïlande, un photographe américain et son modèle ont été arrêtés pour avoir profané une statue de Bouddha. Le mannequin avait posé en tenue légère près d'une statue sacrée. Ils risquent tous deux, le photographe et le mannequin, 7 ans de prison. Imaginez qu'en France, une commission sénatoriale s'élève contre la nomination d'un ministre français parce qu'il aurait tendance à abuser de l'alcool et à courir le jupon. Cela surprendrait un peu. C'est pourtant ce qui est arrivé aux États-Unis, où le Sénat, majorité démocrate, a refusé à George Bush la nomination au poste de secrétaire à la défense de John Tower pour les raisons invoquées ci-dessus. Jean-Loup Demigneux nous explique. Ce n'est que mercredi ou jeudi prochain que le Sénat se prononcera sur la candidature de John Tower comme secrétaire à la défense. Mais le vote la nuit dernière de la commission spécialisée fait penser que George Bush pourrait bien connaître, après seulement un mois de présidence, son premier grave échec. Il a passé la journée aux obsèques de Hirohito à Tokyo, mais son entourage a beaucoup téléphoné à Washington pour essayer de redonner vie à la candidature John Tower. La présidence souligne le fait que les démocrates ne tiennent pas suffisamment compte des qualités réelles de John Tower et elle estime que les craintes exprimées par les démocrates de voir un secrétaire défense trop porté sur la boisson ne sont pas très sérieuses. Il n'empêche que les démocrates disposent d'une majorité de 10 voix au Sénat et que les plus conservateurs, ceux du Sud qui sont parfois débauchés par les présidents républicains, sont peut-être les plus sourcilleux sur le cas Tower. Un exemple, le président de la commission des forces armées du Sénat, Sam Nunn, il vient de Géorgie et il est sans doute celui qui aura tout fait pour empêcher que John Tower ne puisse recevoir la responsabilité de la défense des États-Unis. Toujours à l'étranger, au Chili, le général Pinochet envisage un nouveau plébiscite d'ici le mois de juin pour réformer la Constitution. Il s'agirait de ramener le mandat présidentiel de 8 à 4 ans notamment. Battu aux élections du 5 octobre dernier, le dictateur chilien doit se retirer normalement en fin d'année. Axel Girard et Marc Pinelli évoquent maintenant les autres faits de l'actualité internationale. 73% des électeurs algériens ont voté en faveur de la nouvelle constitution. Le scrutin, un des plus serrés depuis l'indépendance, a également été marqué par une forte abstention. Un demi-échec dû à la grogne de la vieille garde du FLN, très soucieuse de ses prérogatives. Le texte adopté ouvre en effet la voie au multipartisme. Il garantit également les libertés individuelles et collectives et prévoit l'instauration d'un haut conseil islamique. Prison à vie pour le pirate de l'air Mohamed Hariri. La Cour fédérale de Lausanne l'a reconnu coupable de prise d'otage et d'assassinat du jeune Français Xavier Beaulieu. Ce chiite libanais avait détourné sur l'aéroport de Genève un avion d'Air Afrique en juillet 87.
À la lecture du jugement qui le qualifie de particulièrement dangereux, Hariri n'a pas bronché. Par ailleurs, la sécurité a été renforcée dans les ambassades suisses après la condamnation d'Hariri. Au sud Liban, un casque bleu irlandais a été tué ce matin par un tir de la milice pro-israélienne de l'armée du Liban Sud. Une mort qui porte à 160 le nombre de casques bleus tués au Liban depuis la création de la FINUL en 1978. Le commandant en chef de la FINUL a déclaré que le soldat avait été tué de sang-froid et a vivement protesté auprès d'Israël. En Cisjordanie, un soldat israélien qui circulait en jeep dans les rues de Naplouse est mort après avoir reçu un bloc de béton sur la tête. Le couvre-feu a immédiatement été décrété sur toute la ville et l'armée a fouillé toutes les maisons pour tenter de retrouver les meurtriers. Par ailleurs, 9 Palestiniens ont été blessés aujourd'hui lors d'affrontements avec les soldats israéliens. De retour à Tel Aviv après une visite officielle de 4 jours en France, le Premier ministre Yitzhak Shamir a affirmé que l'URSS ne pourra jouer aucun rôle dans le processus de paix tant qu'elle n'aura pas renoué ses liens diplomatiques avec Israël. Une déclaration qui intervient à peine 3 jours après la rencontre historique au Caire entre Edouard Shevardnadze et son homologue israélien Moshe Arens. Sting, au secours des Indiens d'Amazonie, la pop star britannique apporte son soutien aux 600 Indiens réunis depuis lundi à Altamira. Il proteste contre le projet de construction d'un complexe hydroélectrique dans cette région. Un tel projet provoquera l'inondation de 1000 km² de forêt dans le territoire des Indiens Kayapos. De nombreux écologistes du monde entier se sont mobilisés contre la destruction de cette région, considérée comme le poumon de la planète. Après cette large page internationale, revenons chez nous avec l'actualité sociale. Ça grince chez Peugeot et Citroën. On a négocié aujourd'hui les salaires 89 pour l'année 89 et certains syndicats, dont FO, ont claqué la porte des négociations, qualifiant les propositions de la direction d'inacceptables et de lamentables. Dans les prisons, rien de nouveaux dialogues entre FO et la direction pénitentiaire pourraient s'ouvrir dès lundi. Soirée aussi agitée pour Michel Rocard à Strasbourg. Le Premier ministre a été chahuté par une dizaine de manifestants, des enseignants, alors qu'il allait prendre la parole pour soutenir la candidate socialiste au municipal. Le petit groupe d'enseignants était décidé à interrompre le discours du Premier ministre. Michel Rocard leur a alors répondu en évoquant le plan Jospin. Est une offre faite aux enseignants de ce pays de discuter ensemble de l'utilisation d'une quarantaine de milliards de francs nouveaux en plus sur les 5 ans qui viennent. Le seul problème de son application est qu'on puisse trouver un accord négocié entre l'État et les structures syndicales des professions enseignantes en désaccord entre elles sur la manière de l'utiliser, pour mon plus grand regret. Le retrait du plan Jospin signifierait l'abandon de cette offre. J'espère qu'on cessera de dire n'importe quoi. Je ne suis pas heureux de ce que le plus vaste effort budgétaire accompli pour notre système scolaire depuis la libération de notre pays en 1945 reçoit cet accueil. Nous serons tenaces pour redresser l'école, le collège, le lycée, l'université qui en ont tant besoin. La vie des municipales, à 2 semaines des élections, les socialistes locaux de la ville d'Orly près de Paris ont décidé de maintenir leur soutien au maire sortant Gaston Viens, qui a été exclu hier du PC pour refus d'obéissance à sa fédération. À Lille, l'opposition n'a plus qu'une liste qui sera conduite par le RPR Alex Turc après le renoncement annoncé aujourd'hui du bariste Bruno Durieux. Les chiffres du chômage pour le mois de janvier ont été publiés aujourd'hui. Il y a 14 900 chômeurs de moins, soit une diminution de 0,6%. Là, je parle du chômage et non du commerce extérieur, ce sera pour tout à l'heure. Donc, je vous disais une diminution de 0,6% pour le chômage. 2 547 900 demandeurs d'emploi sont inscrits à l'ANPE. Les chiffres, les voici, on peut les mettre maintenant, merci. Du commerce extérieur, toujours pour janvier, ont également été publiés un déficit de 2,8 milliards de francs contre 4,8 en décembre. Nous voyons la courbe de ces derniers mois. Avec Philippe Bochard qui sait tout, examinons donc le détail de ce déficit. Pour résumer, l'agroalimentaire, ça va à peu près. L'industrie peut mieux faire, mais les biens de consommation et aussi les produits industriels, c'est moins bien. Enfin, ce qui va à peu près, c'est l'indice énergétique, ou du moins les importations énergétiques,
Mais industrie et biens de consommation, ça va pas fort. Élémentaire, mon cher Watson. L'économie française tourne à plein, les prix français sont compétitifs. Penalty. Heureusement que je suis là pour te mettre au courant. Tu viendras pour la finale? Peut-être. Il y aura tout le monde. Oh, je vais essayer. Dis donc, je t'aide débarbouiller avant le dîner. D'accord. Quand on est seul avec un enfant, on ne peut pas toujours faire face. Pour vous aider, là aussi, les allocations familiales sont avec vous. Je rêvais que je mangeais du fromage tartare. Tartare, fais-moi frais. Tu dois prendre tes responsabilités. Rends-moi le mal que je t'ai fait. Des personnages s'aiment, s'affrontent, se déchirent à Wingfield, petite bourgade du sud des États-Unis. Histoire de deux familles, l'une règne, l'autre pas. L'une a le pouvoir, l'autre la rage de réussir. Vous voulez $750? Eh bien, je vous propose tout ce que j'ai. C'est-à-dire exactement 0. La ligne de chance, drame de l'argent et de l'amour, sur la une.